on a aujourd'hui suffisamment d'éléments de preuve pour attester que la conscience survit à la mort du corps et qu'elle est en tout cas indépendante pour une bonne part de l'activité de notre cerveau, qui consistait à employer des voyants psychiques et à leur demander d'aller faire de l'espionnage extrasensoriel. Et si les Américains ont fait ça, si les services de renseignement ont fait ça, c'est pas parce que tout d'un coup il y avait au sein de leur service des gens qui étaient passionnés de spiritualité, c'est parce que ça marche. Je me suis moi-même formé à cette technique du remote viewing et en seulement quelques jours de formation, je suis capable objectivement d'aller découvrir un lieu cible qui m'a été donné de façon tout à fait codée. Chaque être humain, vous, moi, tous les gens qui nous regardent ont cette capacité. Je suis passé de l'autre côté, j'ai vécu des expériences de mort imminente à plusieurs reprises en les induisant moi-même avec ces techniques et en ayant la capacité d'en ramener de l'information en fait. Le vrai réel c'est là. Le vrai réel c'est quand je suis hors de mon corps, quand je vois mon corps en bas et que d'un coup je perçois des choses comme je ne les ai jamais perçues. Et tout d'un coup, cette peur de disparaître, cette peur de s'effacer, cette peur du néant disparaissait complètement. Donc oui, bien sûr que la société va changer radicalement quand on va changer de paradigme. 50% des gens en deuil ont des expériences de contact spontané avec des défunts. C'est ce que j'ai vu dans mes expériences en passant de l'autre côté du voile. C'est ce que rapportent toutes les traditions spirituelles qui parlent de ce monde spirituel au-delà de notre matérialité. La vie est belle. Qui êtes-vous ? Alors bonjour, je suis Stéphane Alix, j'ai 55 ans, je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans, âge à laquelle je suis parti en Afghanistan rejoindre des moudjahidines qui, à l'époque, luttaient contre l'invasion soviétique, parce que je voulais être reporter de guerre, c'était vraiment mon objectif d'adolescent, et j'ai exercé ce métier en autodidacte de l'âge de 19 ans à l'âge de 32 ans, en parcourant notamment beaucoup de terrains de conflit, essentiellement en Asie. Et puis en avril 2001, pendant une mission que je dirigeais en Afghanistan, un de mes frères est décédé dans un accident de voiture. Et ça a marqué évidemment un tournant important dans la vie de notre famille et dans ma vie personnelle et professionnelle. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai voulu enquêter en fait sur la question de la mort, la question de l'après-mort, la question de la conscience, avec les outils du journaliste que j'avais. Pas en tant que croyant, pas en tant que chercheur philosophique, ni en tant que dans une quête spirituelle, mais vraiment dans une quête très objective, très journalistique. Et donc depuis 2001, depuis ce moment-là, j'ai écrit plusieurs livres sur la question et j'ai vraiment mené une enquête sur les différents aspects de la conscience qui m'amène à la conclusion que notre conscience n'est pas réductible à l'activité de notre cerveau, que c'est une affirmation qui peut être défendue scientifiquement. Et ce qui ouvre un champ extraordinaire de questionnement et d'exploration. Comment cette affirmation peut-elle être défendue scientifiquement ? Il y a une infinité d'arguments. En fait, la science, contrairement à ce que l'on projette sur elle, n'est pas un espace qui tout d'un coup, par un coup de baguette magique, apporterait une preuve définitive de tel ou tel phénomène. Les preuves définitives, on les a en mathématiques, mais dans les autres disciplines comme les neurosciences, l'astrophysique ou autres, on n'est pas dans ce champ de la preuve formelle, on est dans un questionnement, une enquête, la formulation d'hypothèses, des hypothèses qui sont vérifiées ou invalidées par l'expérimentation. Et donc, dans le champ de la conscience, dans le champ de cette relation que l'on suppose que l'on observe entre cerveau et conscience, et dont on suppose que, comme on observe cette corrélation, le cerveau fabrique la conscience, on peut modéliser, on peut faire un certain nombre d'expériences, et puis surtout s'intéresser à plein de phénomènes de conscience qui challenge cette idée que notre cerveau fabrique la conscience. En fait, ce que l'on observe de façon objective, c'est des corrélations. C'est-à-dire que, en fonction des états de conscience que l'on a, le sommeil, le rêve, l'état de veille, des états de conscience modifiés, on observe systématiquement des changements d'activité cérébrale. Donc il y a un lien évident et indiscutable entre nos états de conscience et nos activités cérébrales. Mais l'hypothèse qui est devenue une espèce presque de certitude inattaquable dans notre société, c'est de dire quand on observe ces corrélations, il y a forcément un lien de cause à effet, donc le cerveau fabrique la conscience. Sauf que ça, c'est pas démontré, c'est pas prouvé, et ça fait même l'objet aujourd'hui de plus en plus de contestations, même de la part des neuroscientifiques et de certains des plus grands neuroscientifiques du monde. Parce que on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer comment notre conscience, c'est-à-dire notre expérience intérieure, notre sentiment d'être nous-mêmes, nos émotions, notre relation subjective au monde, on ne peut pas expliquer comment ça jaillit
par un espèce de miracle bizarre de l'activité d'un cerveau qui pèse 1,4 kg, alors qui certes montre des milliards d'échanges à chaque minute, mais qui ne prouve pas de facto que cette conscience émerge de cette activité cérébrale. Donc moi je me suis intéressé, et d'autres chercheurs, beaucoup s'intéressent aussi à toutes ces expériences où les personnes disent avoir des états de conscience qui manifestement sont en inadéquation avec ce modèle. Si notre cerveau fabrique notre conscience, il faut que notre cerveau fonctionne de façon optimum, comme il fonctionne maintenant alors qu'on est en train de parler, pour avoir un état de conscience. Et a priori, quand notre cerveau fonctionne moins bien, voire pas du tout, on ne peut pas avoir d'état de conscience, on ne peut pas avoir de perception, on ne peut pas avoir de mémorisation, etc. Et ça, c'est remis en question, notamment par un phénomène qui est connu aujourd'hui, qui s'appelle les expériences de mort imminente, qu'on observe depuis une 50aine d'années, et qu'on étudie de façon approfondie, et qui concerne des millions de personnes depuis 50 ans, et qui démontre que voilà, c'est très très grand nombre de personnes ont non seulement des états de conscience, mais des capacités de percevoir, des capacités même de percevoir de façon beaucoup plus réelle que nous le percevons en ce moment, alors que leur cerveau est en grande souffrance, voire en cessation d'activité. Je prends simplement l'exemple de l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, et depuis une 50aine d'années, on arrive à ramener des gens d'arrêt cardiaque parce qu'on a développé des techniques de réanimation efficaces. Il y a plus de 50 ans, n'importe quel arrêt cardiaque conduisait à une mort définitive et irréversible. Aujourd'hui, avec toutes ces techniques de réanimation qu'on a vues dans la série Urgence ou dans toutes les séries qui se passent à l'hôpital, on réussit à ramener des gens, à rétablir leur fonction cérébrale, mais ce que l'on sait, c'est que pendant un arrêt cardiaque, au bout de 10 à 20 secondes, suivant les circonstances de l'arrêt, le cerveau stoppe d'être irrigué, la pression sanguine tombe à zéro, et il n'y a plus d'irrigation, il n'y a plus d'apport oxygéné ni glucosé dans le cerveau, donc le cerveau il est en pause, il n'est pas mort cérébralement, parce que les cellules sont encore vivantes, mais elles sont en pause, elles sont en stand-by, elles n'ont a priori plus d'activité. Et sur les études qui ont été faites, on découvre qu'entre 12 et 20% des gens qui ont un arrêt cardiaque et qu'on ramène, quand on les questionne, 12 à 20% d'entre eux disent qu'ils ont été très conscients, qu'ils ont été même extrêmement conscients, beaucoup plus qu'on ne l'est là maintenant, qu'ils ont été capables de percevoir leur environnement, en disant souvent d'ailleurs avoir été au plafond, par exemple de la salle d'opération dans laquelle ils ont un arrêt cardiaque, ou sur l'accident de voiture où ils ont été impliqués, ils observent la scène du dessus. Et quand on vérifie, et c'est là où moi j'interviens en tant que journaliste, quand on vérifie ces témoignages, quand on rencontre les témoins et les équipes soignantes impliquées, on s'aperçoit que les détails qu'ils rapportent parfois sont extrêmement précis et ne pourraient pas s'expliquer par des coïncidences ou par une sorte de rêve éveillé. Si par exemple, là je vous dis de me décrire un bloc opératoire, vous n'allez pas le voir, donc vous allez me décrire de mémoire une scène un peu générale et vague. En revanche, quand vous interrogez un témoin qui a un arrêt cardiaque et qui a eu une expérience de mort imminente et qu'il est capable de vous décrire des petits détails, des petites procédures qui étaient complètement inattendues, le t-shirt d'un chirurgien qu'il n'a pas vu parce que quand il est entré dans le bloc, il était déjà endormi. Voilà, tous ces petits détails confirment et valident l'idée que ces personnes ont été conscientes, ont perçu leur environnement, ont été capables de le mémoriser. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible avec le modèle en vigueur aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un premier élément extrêmement fort. Et puis quand on va étudier d'autres expériences de conscience, comme je l'ai fait tout au long de ces années, et ce que je rassemble dans mon livre, La mort n'existe pas, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres expériences, plein d'anomalies, plein de phénomènes qui demeurent complètement inexpliqués selon le modèle en vigueur. Alors notre position dans notre société, de façon un petit peu rapide, c'est de dire « bon, c'est des rêves, on comprendra plus tard, c'est pas bien grave ». Et la majorité d'entre nous faisons ça, et moi le premier, avant que mon frère meure et avant que je commence à m'intéresser à ces sujets. Sauf que quand on enquête vraiment, quand on fait un travail de se dire, en se disant, bon, peut-être que mes certitudes, elles sont un peu fragiles, peut-être qu'il faudrait que j'examine les données et les faits et que j'aille interroger les témoins sans idée préconçue. Ben là, on s'aperçoit que ces expériences sont réelles, que la conscience, enfin une part de notre conscience est véritablement capable de perceptions qui sont impossibles si elles étaient produites, si cette expérience était produite par le cerveau. Et tous ces champs, examinés les uns après les autres, apportent pas une preuve mathématique, mais apportent des éléments de preuve qui, accumulés les uns avec les autres, interdisent de se dire que tout ça n'est que fadaise, tout ça n'existe pas. Et ça conduit aujourd'hui, et c'est ce dont je fais part dans mon livre, une partie des scientifiques qui investiguent et qui travaillent sur ces phénomènes à dire on a aujourd'hui suffisamment d'éléments de preuve pour attester que la conscience survit à la mort du corps et qu'elle est en tout cas indépendante pour une bonne part de l'activité de notre cerveau. Que pensez-vous d'approches alternatives à propos du fonctionnement de la conscience, comme celle de Christophe Koch ou encore l'idée du cerveau filtre ?
Oui, je connais bien les travaux de Christopher Koch, et lui, pas si radical que ça d'ailleurs. Lui, cette hypothèse que la conscience soit présente dans chaque atome de l'univers est une hypothèse, il la présente comme telle, mais il s'interroge encore sur comment cette conscience donne lieu à une expérience d'être un individu, une expérience sensible que nous avons en tant qu'être humain. Donc Christopher Koch fait justement partie de ces gens-là qui disent, mais ça paraît même absurde de dire que le cerveau fabrique cette conscience. Donc son hypothèse, en fait, il est sur un chemin de crête. Il est sur un chemin de crête où il est déjà assez loin de l'hypothèse qui ne tient plus la route aujourd'hui, qui est de dire notre cerveau fabrique notre conscience. Il n'est pas encore de l'autre côté de se dire que la conscience n'a rien à voir avec le cerveau et que le cerveau joue un rôle de filtre, parce qu'il est neurologue. Donc lui, il cherche dans le cerveau, il cherche une solution là où il a appris à chercher une solution. Mais il y a quand même des scientifiques dans différents domaines et aussi en neurosciences qui, au vu justement de tous ces phénomènes, des expériences de mort imminente et autres, considèrent observent qu'effectivement, que ce soit avec les expériences de mort imminente, que ce soit avec les expériences sur les psychédéliques par exemple, quand on induit un état d'extase par psychédélique à un patient, on observe que son cerveau baisse d'activité. Il y a une connectivité qui baisse dans l'ensemble des aires cérébrales. Donc cette hypothèse que le cerveau servirait une sorte de valve de réduction, pour reprendre le terme d'Aldo Huxley, ou de filtre à une conscience immanente qui serait comme une sorte de cloud, est une hypothèse qui ne peut pas être testée, mais qui peut être proposée et défendue et apparaître de plus en plus crédible au vu justement des observations qu'on fait aujourd'hui. Mais on est dans ce moment en fait, on est dans ce moment absolument fascinant où le monde de la science a des outils de plus en plus affinés, a la capacité d'explorer et d'investiguer des anomalies comme ce que sont les expériences de mort imminente, pour formuler des hypothèses de plus en plus audacieuses. Et cette hypothèse du filtre, cette hypothèse d'une relation du cerveau complètement opposée à celle que l'on imagine, prend de plus en plus de corps aujourd'hui. C'est un peu, il y a une image qui est très parlante, qui est peut-être un peu réductionniste, mais qui est très parlante, c'est de dire que la conscience serait comme une sorte de champ, un peu comme les ondes électromagnétiques sont autour de nous, et invisibles et imperceptibles, sauf que si on met un poste de radio ici, qu'on le règle sur une fréquence particulière, il va réduire ce champ colossal d'ondes pour n'en garder qu'une seule station, une station de radio précise. Peut-être que le cerveau c'est comme ça, peut-être que le cerveau c'est un appareil qui permet de réduire d'une certaine façon notre cognition à un individu, une personnalité, et là-dessus, c'est ce que je développe aussi de façon assez détaillée dans le livre, en puisant à la fois dans les neurosciences et dans la psychologie cognitive. Notre cerveau en fait fabrique un individu, d'une certaine manière, fabrique un personnage sur cette globalité qu'il a permis de réduire. Et ce personnage, qui devient Stéphane, qui devient les individus que nous pensons être, est une sorte d'outil d'adaptation au monde dans lequel nous vivons, au monde de matière, au monde temporel. Parce que cette dimension de la conscience, en plus d'être immanente et globale, elle est aussi complètement libre et non assujettie à l'espace et au temps également. Quand on le mesure, quand on le teste, on s'aperçoit que notre conscience est capable de connaître le futur d'une certaine manière. Elle est dans le futur. Il y a un domaine que j'ai étudié en détail et qui a fait l'objet notamment d'une mise en pratique au sein des services de renseignement américains, qui est la capacité de voyance, la capacité de clairvoyance, la capacité de vision à distance. C'est-à-dire la capacité d'un individu de voir à distance des événements ou de voir des événements à distance dans le temps également. Ça a été utilisé dans le programme Stargate, qui est un programme tout à fait officiel, qui a existé, qui a été fondé à la fin des années 70 au sein du renseignement militaire américain, qui consistait à employer des voyants psychiques, et à leur demander d'aller faire de l'espionnage extrasensoriel. Donc vous aviez un voyant dans une base militaire dans le Maryland, à qui on demandait par exemple d'aller espionner telle installation secrète en Union soviétique. Et il ramenait des informations dont certaines étaient suffisamment précises et avérées pour valider à la fois cette capacité et si les Américains ont fait ça, si les services d'enseignement ont fait ça, c'est pas parce que tout d'un coup il y avait au sein de leur service des gens qui étaient passionnés de spiritualité, c'est parce que ça marche. Ça permet d'obtenir des informations tangibles. Ce programme Stargate a duré des décennies, il a été évalué chaque année par le Congrès américain de façon tout à fait officielle, on a les traces, on a les documents, et il a été reconduit d'année en année et refinancé d'année en année parce que ça marche. Parce que dans des conditions contrôlées, des hommes, des femmes sont capables
d'une certaine manière, de s'affranchir complètement des limitations de leur corps, des limitations de leurs outils cognitifs, et d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout de la Terre et d'en ramener des informations. Donc ça aussi, c'est comment dirais-je, c'est un élément de preuve bouleversant. Je me suis moi-même formé à cette technique du remote viewing, et en seulement quelques jours de formation, je suis capable objectivement d'aller découvrir un lieu cible qui m'a été donné de façon tout à fait codée, et de le décrire, de le dessiner, de dire ce qui s'y passe. Chaque être humain, vous, moi, tous les gens qui nous regardent, ont cette capacité. C'est ce qu'on appelle une forme d'intuition. En fait, au sens étymologique du terme, l'intuition, c'est ça. C'est notre capacité d'accéder à des informations non raisonnées, qui passent par un autre filtre. Et cette capacité intuitive, cette capacité qui est mise en œuvre dans la vision à distance, est un élément de preuve d'une puissance colossale qui démontre que notre conscience n'est pas bloquée dans notre cerveau. Pour qui et pourquoi avoir écrit le livre « La mort n'existe pas » ? Au début, mon enquête et mon désir d'enquêter sur la question de la conscience et de la vie après la mort était directement lié à la mort de mon frère. C'est-à-dire que cette mort, lui avait 30 ans, moi j'en avais 32, ça a évidemment bouleversé ma vie, ça m'a d'une certaine manière interdit de continuer à vivre comme si de rien n'était. J'étais reporter de guerre, je faisais du journalisme d'investigation. J'avais du mal à concevoir qu'après cet accident, après cette mort, je puisse repartir en Irak, repartir sur des terrains de conflit, continuer à faire mon métier, puis vivre ma vie comme si de rien n'était. Cette mort, elle a refait jaillir en moi toutes les grandes questions existentielles qu'on a souvent dans l'adolescence. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est que la vie? Quel est le sens de l'existence, etc. Et j'ai découvert, notamment grâce aux expériences de mort imminente, qui ont été mon premier fil rouge que j'ai tiré, qu'il était possible d'exercer mon métier sur cette question-là, que ce sujet il n'était pas uniquement restreint aux philosophes ou aux religieux, que je pouvais, moi, en tant que journaliste et avec une démarche scientifique et rationnelle, questionner ça. Donc je suis parti dans cette direction-là avec toute mon excitation, tout mon désir, et puis, quand vous y réfléchissez, c'est fascinant de pouvoir travailler sur un tel sujet. Et puis progressivement, en tant qu'être humain lui-même concerné par le deuil, j'ai vu combien ce travail sur la mort, cette mise en lumière de mes questionnements, de mes émotions, de mes interrogations sur ce sujet, a pu me transformer aussi d'une certaine manière en profondeur. Ça a apaisé certaines appréhensions que j'avais, ça m'a donné à voir une dimension plus vaste de l'existence. Et puis assez rapidement, en fait, au bout de quelques années, j'ai eu envie, dans la mesure où je découvrais que ma conscience, et comme la conscience en général, a des dimensions infinies, je me suis dit, mais il faut que je les explore, moi aussi, ces dimensions. Je ne peux pas me cantonner d'avoir uniquement un regard distancié. Je ne peux pas être simplement objectif et à distance. Il faut que je vive moi-même ces choses-là. Et ça s'est fait notamment par le concours du chamanisme que j'ai découvert en 2006. Un de mes amis m'a parlé du chamanisme amazonien, notamment utilisant des substances psychoactives, essentiellement l'ayahuasca, qui est une substance qui contient de la DMT, qui est un puissant psychédélique, et en me disant, les chamans, en utilisant cette substance, vont dans le monde des esprits, voient, a priori, ces différentes dimensions de la conscience. Donc je me dis, j'y vais, je vais faire l'expérience. Si c'est des fadaises, si c'est juste des croyances sans fondement de sauvages un peu ignorants au fin fond de la forêt, je m'en apercevrai assez vite. Donc je suis parti en Amazonie, j'ai fait un premier voyage, et puis un second, et puis voyage après voyage, mes expériences ont été extrêmement bouleversantes, extrêmement intrigantes, parce que je me rendais compte qu'effectivement j'étais dans un état de conscience modifié, que je voyais des choses apparaître que je ne voyais pas en temps normal. Assez rapidement, l'hypothèse que tout ça soit juste des productions hallucinogènes de mon cerveau tenait pas trop la route, notamment quand, à plusieurs reprises, j'ai pu constater que les visions que j'avais étaient partagées par d'autres personnes dans la hutte. Donc comment se fait-il que, si c'est de l'hallucination ou mon délire intérieur, comment se fait-il que d'autres personnes voient exactement le même délire? Et en continuant à travailler, en faisant mes expériences moi-même et en étudiant le chamanisme tel qu'il a pu l'être par des anthropologues ou par des chercheurs, et aussi par des neuroscientifiques qui utilisent et qui travaillent sur ces substances psychédéliques, j'ai pu me rendre compte que ces expériences me confrontaient à un autre monde, véritablement, à une autre dimension du monde qui d'ordinaire était invisible, mais qui, parce que je changeais les réglages de mon cerveau avec ces substances, tout d'un coup apparaissait à ma conscience, apparaissait à mes moyens de perception. Et cette intuition, elle a été confirmée quelques années plus tard, quand j'ai découvert les travaux qui ont été menés, notamment à l'Imperial College de Londres, qui est un grand centre de recherche qui étudie les psychédéliques pour leur usage thérapeutique, et qui a observé,
avec un patient dont on voulait mesurer l'activité cérébrale précisément au moment où il vit un état d'extase très intense. Les chercheurs se disaient, cette expérience d'extase que décrivent les témoins quand ils utilisent des psychédéliques ou quand ils ont une expérience spontanée, les deux sont extrêmement similaires, décrivent vraiment un état à la fois de dissolution de l'ego, de perception d'un réel beaucoup plus réel que celui qu'on expérimente au quotidien. Une expérience qui, d'une certaine manière, ressemble d'ailleurs aux expériences de mort imminente. Et les chercheurs se sont dit, on voudrait voir ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui s'allume, ça doit être un feu d'artifice d'activité cérébrale. Donc ils mettent un premier témoin sous psilocybine, qui est un psychédélique extrait des champignons hallucinogènes, enfin dit hallucinogènes, et ils mesurent son activité cérébrale en demandant au témoin de signaler le moment où il sera dans cette au pic de son expérience. Et à la grande surprise de tous les chercheurs, ils observent qu'au moment où ce témoin est au pic de son expérience, son cerveau montre une baisse d'activité dans un réseau cérébral qui s'appelle le réseau mode par défaut, qui est un ensemble d'aires cérébrales qui travaillent conjointement à maintenir la stabilité de notre ego d'une certaine manière, notre sentiment d'identité. Et ils observent également une baisse de la connectivité neuronale dans d'autres aires cérébrales. Donc ça, c'est pas normal, c'est pas possible. C'est pas possible qu'une telle expérience soit provoquée par une baisse d'activité, c'est contre-intuitif et c'est contre-logique. Donc ils refont l'expérience, ils obtiennent le même résultat. Ils sont si intrigués qu'ils demandent à d'autres laboratoires à travers le monde, dans d'autres centres de recherche qui travaillent sur le sujet, de refaire l'expérience. Donc l'expérience est faite avec de la psilocybine, avec de la DMT, avec du LSD, et à chaque fois, on observe la même chose. On observe une baisse d'activité au moment où la personne vit une expérience de plus grande conscience. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec l'expérience de mort imminente, où une personne qui est en réanimation parce qu'elle a eu un arrêt cardiaque, elle est soit en activité zéro dans son cerveau, soit la réanimation maintient peut-être 20, 30, 40% de pression sanguine, donc un peu d'activité, mais à tout le moins, son cerveau, il fonctionne beaucoup moins qu'à l'état normal. Et donc, ces recherches et ces découvertes en neurosciences, d'une certaine manière, m'ont encouragé à poursuivre l'expérience chamanique en me montrant que ce que je vivais dans ces expériences pendant ces nuits en Amazonie, c'était pas du tout du domaine de l'hallucination, c'était pas du création de mon cerveau, c'était au contraire ce qu'on disait initialement au début de notre entretien, qu'une certaine manière, le cerveau filtre ce qui passe et que en le faisant fonctionner moins bien avec des psychédéliques dans ce cas-là ou avec un arrêt cardiaque dans le cas des EMI, il laisse passer plus de choses. Et ça m'a incité à poursuivre l'expérience en Amazonie, puis après dans d'autres pays, en utilisant différentes autres substances psychédéliques, toujours dans un cadre extrêmement rigoureux, pour aller voir moi-même. C'était mon objectif. Moi, à la base, je suis photographe. Et un photographe, il faut que ça voie ce qu'il photographie. Un journaliste de guerre, il peut rester à l'hôtel, très très loin de la ligne de front, mais moi, le photographe, il fallait que j'aille sur ces lignes de front photographier la mort et la guerre. Et dans ce domaine de la conscience, j'ai été animé de cette même radicalité, envie d'aller moi-même vivre ces expériences, me rendre compte par moi-même de qu'est-ce que c'est que ce monde spirituel. Et ça m'a demandé un très très long apprentissage, mais après tout, ça paraît logique. Si vous voulez apprendre une langue étrangère comme le chinois, vous n'allez pas le faire en une semaine. Vous avez besoin d'apprendre à votre cerveau à apprendre le chinois. Et là, d'une certaine manière, j'ai appris à mon cerveau à vivre avec une partie de son filtrage déconnecté, mis sur pause, et à comprendre tout d'un coup ce qui apparaît, à comprendre et à apprendre mon cerveau, parce que mon cerveau, il est toujours utile en tant qu'être humain. Je reste journaliste et j'ai un cerveau de journaliste. Donc même s'il s'éteint pendant une partie de l'expérience, au retour de l'expérience, mon cerveau doit essayer de capter des souvenirs et essayer de mettre ça en ordre. Et ça m'a demandé une quinzaine d'années. Et à la fin de ces 15 années, j'ai été en capacité de vivre des expériences d'une puissance colossale où je suis passé de l'autre côté. J'ai vécu des expériences de mort imminente à plusieurs reprises en les induisant moi-même avec ces techniques et en ayant la capacité d'en ramener de l'information en fait, d'en ramener de l'information. Donc mon chemin, ce que je rassemble dans ce livre en fait, c'est un double chemin. Un chemin du mental, de l'analyse, de la rationalité qui est celui du journaliste et un chemin de l'expérimentateur. Un chemin plus subjectif, plus du cœur, plus intuitif. Et ces deux chemins se sont sans cesse croisés parce que l'un se nourrissait de l'autre et m'ont permis aujourd'hui d'avoir la capacité à faire cette synthèse et de dire, mais c'est pas sorti de ma tête, c'est une sorte de synthèse qui rassemble aujourd'hui beaucoup de chercheurs et d'explorateurs à travers le monde, de dire voilà, notre conscience, elle a une relation avec le cerveau, certes, mais nous ne sommes pas ce cerveau, nous ne sommes pas ce visage que nous voyons dans la glace. Il y a quelque chose en nous qui est d'une nature fondamentale, appelons ça l'âme,
ou notre part spirituelle, peu importe, cette part-là, c'est vraiment qui nous sommes au plus profond, et cette part-là, elle est quasiment jamais accessible dans notre vie quotidienne parce que notre cerveau écrase toute cette dimension subtile. Olivier Chambon compare parfois la prise de psychédéliques au fait de prendre l'avion. On arrive très vite à destination. Mais vous semblez ajouter une dimension de ton long à cette métaphore. Pour reprendre cet exemple très, très parlant d'Olivier, effectivement, quand vous partez, ne serait-ce qu'en Papouasie, par exemple, un pays radicalement différent, et que vous y alliez à pied et en bateau, vous avez le temps progressivement de vous habituer à l'altérité que vous allez pénétrer jour après jour, et vous arrivez en Papouasie après des mois et des mois de voyage en ayant déjà une vraie préparation, et votre arrivée, d'une certaine manière, elle est tranquille parce que vous y êtes entré avec beaucoup de douceur et beaucoup de temps. Mais quand vous prenez l'avion et que vous sautez en parachute directement au milieu de la Papouasie et que vous arrivez chez ces peuplades, mettons à Bornéo, au milieu des Punan dans la forêt, tout est radicalement différent. Vous allez avoir peur du moindre truc qui va être complètement inattendu, vous n'allez pas savoir comment faire, vous n'allez pas savoir ce que vous voyez, vous ne comprenez rien au monde dans lequel vous arrivez. Donc, et puis vous repartez de Papouasie avec la même rapidité, c'est-à-dire vous reprenez l'avion dans le sens inverse, et vous revenez après 4 heures en Papouasie, on dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était qui ces gens? C'est quoi ces arbres? C'est quoi ces trucs que j'ai compris? Et les voyages psychédéliques permettent ce voyage radical, brutal et extrêmement intense, et ce n'est que en faisant beaucoup de voyages, en ramenant progressivement de ces voyages quelques notes, quelques cartes, qu'au bout de quelques années, vous vous dites bon ben voilà, maintenant ce pays, cette Papouasie, je la connais et je sais à peu près où je vais. Mais il a fallu beaucoup de temps pour apprendre le paysage, apprendre qui sont ces gens, apprendre éventuellement la langue, et voilà, ça demande un temps très long. Notre société a-t-elle fait fausse route par rapport aux questions liées à la mort ? Oh, je pense pas. Je suis pas vraiment dans le jugement comme ça où il y aurait une bonne voie et puis une mauvaise voie. Je pense que les directions que prennent chaque société ont du bon et du moins bon. Notre société occidentale, matérialiste, a pu développer un outil et un outil scientifique qui permet quand même d'avoir une sorte de plateforme commune quant à notre relation à la réalité. Après, ce qui est difficile et ce qui est compliqué, c'est toujours les excès et les certitudes. Pour moi, je vais être plus critique envers n'importe quel système, quel qu'il soit, quand il est bloqué dans ses certitudes. Quand, à l'inverse, ce système permet une ouverture d'esprit, de la modestie, c'est un outil formidable. Et j'ai rencontré, moi, chez beaucoup de scientifiques, des gens qui se confrontent au mystère du réel. Chez les physiciens, les astrophysiciens en premier, ils sont vraiment confrontés en ligne directe devant l'impossibilité d'appréhender cette réalité dans laquelle nous vivons. Parce qu'il y a trop de phénomènes qui semblent paradoxaux et qui sont complètement contre-intuitifs. Et donc, face au mystère du réel, que l'on soit neuroscientifique, que l'on soit astrophysicien, physicien, biologiste, etc., soit vous avez une attitude de repli en disant oh là là, tout cet inconnu me fait trop peur, puis de toute façon je m'en fiche un petit peu, moi ce qui m'intéresse c'est de faire telle et telle expérience pour avoir tel résultat dans une petite sphère. Soit vous en avez, et j'en ai rencontré beaucoup, qui se disent je comprends rien au réel, mes outils, quels qu'ils soient, me donnent accès à une toute petite partie du réel, et encore une fois, peut-être que même cette petite partie du réel, je la comprends mal et je la perçois mal. Et cette modestie, cette humilité, je l'ai rencontrée chez beaucoup de scientifiques. Donc c'est pas parce qu'en Occident, on a cette voie matérialiste que tout d'un coup, tout est acheté. Alors bien sûr, dans un espèce de mouvement inconscient, la science, qui nous donne quand même la capacité d'avoir beaucoup de connaissances sur notre réel, nous donne à penser qu'on a toutes les connaissances sur ce réel, et comme la science a besoin de modèles pour analyser les découvertes qu'elle fait, elle construit des paradigmes. Un paradigme, c'est une sorte de grille de lecture qui permet de poser les hypothèses, les recherches que l'on fait. Sauf que les paradigmes, par essence, par définition, ils sont toujours amenés à évoluer, ils sont toujours amenés à changer. Les paradigmes qui étaient en vigueur il y a 2 siècles, ils sont aujourd'hui complètement obsolètes. Ils n'ont pas seulement été améliorés un petit peu, ils ont volé en éclats pour donner de nouveaux paradigmes. Donc, tous ceux qui considèrent que le paradigme actuel est ferme, définitif, et que c'est bon, on n'a plus rien à découvrir, sont dans une forme de croyance. C'est du scientisme, et c'est totalement illusoire. En revanche, ceux qui considèrent que le paradigme en vigueur
va sans doute évoluer et que toutes les anomalies qu'on observe, comme les expériences de mort imminente ou comme tous ces phénomènes de conscience qui sont manifestement pas explicables avec le paradigme actuel, tous ces gens-là considèrent que ces expériences, ces anomalies vont nous aider peut-être à comprendre et à modéliser un paradigme qui va être celui qu'on utilisera dans 10 ans, 20 ans, 100 ans. Et à l'inverse, les sociétés traditionnelles dans lesquelles on sent intuitivement qu'il y a peut-être une relation plus juste et plus harmonieuse avec les grandes questions, la mort, le réel, etc., elles n'ont pas forcément plus réponse à toutes. Et puis, elles ont tendance aussi parfois, et souvent d'ailleurs, à s'enferrer dans des systèmes de croyances. Un chaman, quand il se casse le bras, il va à l'hôpital. Il ne va pas fumer du tabac sur son bras en espérant que ça guérisse, il va se faire mettre un plâtre. Donc pour moi, je pense que tous les systèmes, toutes les approches et toutes les voies qui nous permettent de connaître et d'interroger la réalité, que ça soit d'une manière très subjective et très exploratoire, comme peuvent le faire les Tibétains avec la méditation ou les chamans, sont très riches et couplés avec notre méthodologie scientifique, permettent d'avoir le maximum d'atouts pour essayer de comprendre ce réel. Ce qui est un peu stupide, c'est de s'imaginer que notre système est le bon et que tous les autres sont moins bons. Et c'est pour ça que moi, ma découverte du chamanisme a été vraiment prépondérante, parce que j'ai pu, grâce au chamanisme, découvrir des voies de questionnement et d'exploration de la réalité très différentes, dont j'ai vu qu'elles avaient des points communs avec l'introspection des bouddhistes tibétains, qu'elles avaient des points communs avec plein d'autres traditions spirituelles à travers le monde. Et c'est en faisant ce que je raconte dans mon livre, c'est-à-dire en faisant un croisement permanent entre ces deux approches, que j'ai eu le sentiment d'avoir une vision plus riche que si je n'en avais utilisé qu'une seule, en fait. Le monde objectif existe-t-il ? En tout cas, il n'est pas accessible à nos outils scientifiques réductionnistes. Le monde, il n'est pas objectivable. Les physiciens sont les premiers à dire que tout ce que l'on observe, tout ce que l'on mesure, tout ce que l'on peut quantifier, c'est ce qu'il y a derrière un voile. Mais que de l'autre côté du voile, il y a quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas quantifiable et qui n'est pas objectivable. C'est ce que disent les physiciens quantiques, mais c'est ce que disent aussi maintenant d'autres chercheurs dans d'autres disciplines, en neurosciences par exemple. On sait ce que c'est que la conscience, on réussit à mesurer des corrélations entre activité cérébrale et conscience, mais on est infoutu de savoir qui de l'œuf ou de la poule a commencé. Enfin, a priori, c'est plutôt la poule d'ailleurs. C'est plutôt la conscience qui a façonné ce cerveau et façonné cette réalité. Mais en revanche, et j'en reviens à nouveau au chamanisme, l'exploration personnelle, dans mon cas, et c'est ce que j'essaie de raconter, c'est compliqué à raconter ça dans le livre, mais j'essaie de mettre des mots dessus, m'a donné à vivre de l'autre côté du voile. D'une certaine manière, j'ai ramené de l'expérience de cet autre côté du voile, de cet endroit où se trouve mon frère, mon père qui est décédé, de cet endroit où se trouve un monde spirituel, un monde peuplé d'entités, d'intelligences qui sont déjà extraites de notre temporalité et de notre matérialité. Les mots sont très durs à poser sur cette réalité parce qu'elle échappe à tout, elle échappe au concept, elle échappe à la verbalisation. Mais en faisant l'expérience moi-même, j'ai pu d'une certaine manière avoir, enfin moi, mais je dis moi, mais tous les anthropologues, tous les chercheurs, tous les neuroscientifiques qui sont allés eux-mêmes faire des expériences. Je parle de Steven Lorez au début de mon livre, qui est un neurologue belge qui travaille sur la conscience, sur les différents états altérés de conscience. Il étudie les EMI, il étudie la transe, il étudie tous ces effets, mais il est aussi allé prendre de la psilocybine dans un laboratoire pour essayer de voir sur lui ce que provoquait cette expérience. Et il m'a confié que c'était intéressant, mais que c'était plutôt un bad trip pour lui. Sa première expérience de psychédélique, il le fait dans un IRM avec un bruit et un setting pas tellement détendant. Et il m'a dit cette chose très belle, il m'a dit, mais je me suis fait l'effet d'un aveugle qui essaierait de comprendre la lumière. Je suis capable en lisant les études sur l'œil, les aires cérébrales visuelles, de comprendre comment la couleur pénètre mes yeux et se transforme en une image dans mon cerveau. Je suis capable de le connaître, tout ça. Mais j'en ai jamais fait l'expérience, parce que je suis aveugle. Et donc l'expérience de la psilocybine qu'il a faite lui a donné l'intuition qu'à travers ses expériences personnelles, il était peut-être capable d'aller voir ce que c'est que la couleur. Et alors est-ce que quand on fait cette expérience-là, on n'est pas confronté à un moment ou à un autre à un nouveau voile? Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est une vraie question philosophique que je vais passer le reste de ma vie à en continuer à explorer.
L'univers est-il une forme de pensée? Peut-être, mais là on entre, comme vous le dites, on n'en sait rien et je ne vais pas me risquer dans ces hypothèses, c'est pas forcément mon domaine. Moi, je ne peux juger qu'à partir des expériences que j'ai faites. Et dans ces expériences que j'ai faites, j'ai vraiment eu l'impression de pénétrer une réalité plus grande. C'était puissant, c'était d'une intensité folle. J'ai eu l'impression de redevenir quelqu'un que je suis fondamentalement au fond de moi, bien au-delà du masque qui est celui qui vous parle maintenant. Ça résonne aussi avec ce que m'ont dit beaucoup de témoins d'expériences de mort imminente qui témoignent du fait qu'ils ont l'impression de se réveiller pendant leur expérience où ils sont en mort imminente. C'est-à-dire qu'ils ont eu le sentiment d'avoir passé leur vie à être dans un rêve et tout d'un coup à sortir du rêve et à être dans une réalité réelle. Le vrai réel, c'est là. Le vrai réel, c'est quand je suis hors de mon corps, quand je vois mon corps en bas et que d'un coup je perçois des choses comme je ne les ai jamais perçues. Donc moi, je ne suis pas du tout compétent là-dedans, mais il y a des choses qui me parlent, et notamment dans beaucoup de traditions spirituelles qui vont des platoniciens jusqu'aux Védas en Inde, qui disent toutes de façon à peu près similaire qu'on est dans une réalité voilée, que nous sommes dans une caverne, et que la réalité elle est à l'extérieur, mais qu'on ne peut pas sortir à l'extérieur tant qu'on est bloqué dans cette réalité. Ça me parle, j'en ai fait l'expérience, j'ai lu beaucoup de textes de traditions spirituelles très diverses qui convergent tous dans cette même direction. Maintenant, voilà, mes compétences s'arrêtent là. Moi, j'ai même pas passé mon bac, donc je suis nul en philo. Est-ce que des découvertes scientifiques sur ce qu'est la mort permettraient des changements dans la société? Ah bah, j'en suis fondamentalement convaincu. Le prochain paradigme tel qu'il se dessine intégrera évidemment la dimension spirituelle de la conscience. Pour moi, spirituel, c'est pas religieux. Spirituel, ça désigne cette composante fondamentale de notre conscience qui n'est pas bloquée ni dans le temps ni dans l'espace et qui, d'une certaine manière, est éternelle. Donc, ça veut dire que le corps qui héberge cette conscience ou par lequel cette conscience se manifeste de façon extrêmement réduite durant une existence très très courte, ça n'est pas nous. Et donc, ce corps qui meurt, ça n'est pas nous qui mourrons. Et effectivement, ça renverse absolument tout. Si vous commencez à considérer que vous êtes de cette manière que de passage, dans une forme d'apprentissage, pour des raisons qui restent à définir, mais que votre vie elle a commencé avant, parce qu'avant il n'y avait même pas de temps, et qu'elle va se poursuivre après, à nouveau en dehors du temps, bah, ça veut dire que ce qu'on l'a fait pendant cette existence a forcément une incidence sur la dimension plus vaste de notre conscience. Sans aller jusqu'au jugement un peu chrétien de dire il faut bien faire ici pour mériter le paradis, plein de traditions, et notamment dans le Bardo Todo, le livre des morts tibétain, vous disent que les dispositions que vous développez durant votre existence vont vous aider pour la suite. Et les dispositions que vous ne développez pas durant votre existence concourent au fait que d'une certaine manière, vous allez être emprisonné dans des mécaniques psychologiques qui, elles, ne sont pas liées à votre conscience, mais qui sont liées uniquement à votre vie ici, votre vie de confusion, votre vie d'illusion, dans lequel tout ce qui a participé à votre développement dans cette existence a généré des peurs, des croyances, des idées fausses du monde, et qui du coup développent des mécanismes adaptatifs de réponse de votre personnalité. Mais ces mécanismes adaptatifs de réponse, ils sont forcément voilés, ils sont forcément incomplets, ils sont forcément pas justes par rapport à la réalité de la conscience. Donc si on ne travaille pas sur soi, si on fait comme si cette vie elle se réduisait en fait à notre existence, point, et qu'on ne prend pas la mesure de cette dimension plus vaste, ben on reste enfermé dans l'illusion. Et cet enfermement dans l'illusion, encore une fois, si j'en crois différentes traditions, se perpétue après la mort. Alors on n'est pas dans une espèce de condamnation, on n'est pas condamné à devenir des âmes errantes ou je ne sais quoi, mais on est habité de certaines croyances. Je me souviens d'une médium qui m'avait dit « Mais tu sais, quand un alcoolique meurt, il ne cherche pas la lumière, il cherche un bar. » Parce qu'il cherche ce à quoi il est habitué, il cherche la seule chose qu'il a connue durant son existence. Il va lui falloir peut-être quelques jours, quelques semaines, enfin le temps, comment quantifier le temps là-haut alors qu'il n'y a plus de temps, il va lui falloir une certaine temporalité pour tout d'un coup sortir de ces dynamiques et s'en libérer. Et d'après ce que j'ai pu recueillir, la matérialité, l'incarnation que nous avons aujourd'hui, permet d'une certaine manière d'inscrire une évolution, une guérison et une libération de la confusion de façon beaucoup plus solide qu'on ne peut le faire de l'autre côté, où
nos visions sont beaucoup plus fluctuantes et où il n'y a rien qui peut stabiliser un petit peu l'expérience. Une expérience chamanique, par exemple, se caractérise par des millions de visions. Quand je prenais l'ayahuasca en Amazonie, j'avais 4-5 heures de transe, et c'était pendant ces 4-5 heures des milliers de visions. À peine je voyais quelque chose, je me disais, oh là là, c'est magnifique, je m'en souviens, puis hop, j'étais passé à autre chose. Donc il y a une instabilité phénoménale dans ce monde de la conscience. Et peut-être que notre capacité à naviguer dans ces espaces spirituels va être augmentée si on arrive dans notre existence à déjà s'affranchir des illusions du masque que l'on porte. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je partage, mais voilà, pour moi c'est une évidence que la majorité des peurs, et les peurs les plus fondamentales qui nous habitent aujourd'hui, sont liées à la mort, sont liées au sentiment de dissolution de nos certitudes et de notre carapace de protection, et que la mort c'est précisément ce qui va dissoudre radicalement et définitivement notre carapace et notre armure. Donc plus tôt dans la vie, on prend conscience qu'on a une armure, et on prend conscience de la nécessité peut-être de moins en être prisonnier, plus on est en capacité de retrouver notre conscience. Et moi aujourd'hui, voilà, mon but n'est pas de projeter mes espérances dans la mort plus tard. J'ai pas envie de mourir pour faire l'expérience de toutes ces dimensions. J'ai envie d'utiliser le temps qui m'est encore donné ici pour retrouver mon âme maintenant. Mon âme, elle est là. Elle est écrasée, inhibée, muette, invisible, mais elle est là. Et elle a des solutions. Mon âme, d'une certaine manière, c'est une sorte de guide intérieur, de gardien intérieur, de sagesse intérieure qui est là. Et à travers plein de techniques, dans des dimensions très très différentes les unes des autres, on peut apprendre à s'affranchir un tout petit peu de cette prison dans laquelle notre cerveau nous a mis. La méditation est une technique, le chamanisme en est une autre, l'utilisation de psychédéliques dans un cadre encadré permet aussi d'avoir un pas de recul par rapport à cette identité qui est nous. Et regardez, par exemple, le LSD est utilisé dans des recherches pour travailler sur l'appréhension de la fin de vie. Et Stanislav Grof, par exemple, ce psychiatre américain, enfin d'origine tchèque, avait travaillé dans les années 60 sur des patients en fin de vie, atteints de cancer notamment, à qui on faisait une session de LSD encadrée, et tout d'un coup, cette peur de disparaître, cette peur de s'effacer, cette peur du néant disparaissait complètement. Parce que les gens qui avaient fait l'expérience pendant cette session avaient tout d'un coup réalisé qu'ils continuaient à vivre, alors que leur petit moi, qui était pour eux l'alpha et l'oméga de leur identité, avait volé en éclats. Et donc, du coup, on appréhende la mort de façon beaucoup plus détendue et sereine. Et c'était extraordinaire, l'apport de ces sessions de thérapie assistée par psychédélique en fin de vie sont colossales. Donc oui, bien sûr que la société va changer radicalement quand on va changer de paradigme. Pourtant, le message général est en quelque sorte qu'il faut faire preuve de maturité et cesser de se bercer d'illusions quant à une après-vie. Oui, mais moi je pense que, bien évidemment, il y a une majorité de gens dans nos sociétés, et pas seulement des scientifiques, qui vont considérer que ce dont on parle là, c'est des illusions, on est bien naïf, on n'est pas rationnel, etc. C'est une croyance, Et moi je suis très compréhensif quand je vois des gens avec qui je peux interagir dans la rue qui vont me considérer comme très farfelu et qui vont pas faire l'effort d'aller voir un peu les arguments que j'avance. Je suis un peu plus critique envers des scientifiques qui, eux, a priori, ont une disposition intellectuelle qui leur permet justement de connaître les limitations de l'outil dans lequel nous sommes. Mais c'est très humain. Les scientifiques, c'est pas des gens à part de notre monde qui, tout d'un coup, auraient une sorte de préscience absolue. C'est des humains, des hommes et des femmes avec leurs émotions, leurs dénis, leur capacité à s'ouvrir à tel ou tel phénomène ou pas. Et c'est pas parce qu'ils sont scientifiques que leur avis est à plus grande autorité que celui d'un autre. Dans leur champ de compétences, bien sûr, mais à quel titre un médecin qui n'a jamais, ni de près ni de loin, rencontré le moindre témoin d'expérience de mort imminente ou lit la moindre étude, aurait un avis pertinent à donner sur le sujet. Et je pense qu'on est vraiment dans ce moment de bascule. J'ai le sentiment, enfin peut-être que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein tout le temps, mais j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que les avis un peu péremptoires tiennent moins la route.
Alors il y a des résistances, forcément. Un paradigme, il ne s'efface pas facilement. Il ne s'efface pas en faisant des petits aménagements dessus. À un moment, ça craque, ça pète. Mais c'est Thomas Kuhn, ce philosophe des sciences, qui disait qu'un paradigme, au départ, il est violemment défendu, et donc tout ce qui vient le contredire est violemment attaqué. Et puis il y a une petite minorité de personnes dans le monde scientifique qui eux, mettent en évidence que ce paradigme ne fonctionne plus. Et puis il y a un moment de bascule, et puis tout d'un coup, tout le monde défend ce paradigme comme si ça avait été une évidence. Il n'y a plus du tout d'opposition, il n'y a plus rien. Mais ça se fait quand même dans la brutalité, dans la douleur. Regardez, là on parle de la conscience. Je pense que les gens qui nous écoutent sont intéressés, curieux, ouverts d'esprit et ont envie de se nourrir d'informations sur ces sujets-là. Si on se met à parler maintenant des gens qui sont enlevés par les extraterrestres, est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit mouvement de recul chez les gens qui nous écoutent? Pourquoi? Pourquoi il y a ce mouvement de recul? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ce que je partage depuis quelques minutes sur la conscience serait valable? Et si je me mettais maintenant à parler des gens enlevés par les extraterrestres, je serais devenu complètement fou. On a nos limitations, on a tous nos limitations. Et c'est important d'en avoir conscience. C'est important d'en avoir conscience parce que c'est comme ça qu'on peut avoir un plus grand discernement et être en plus grande capacité d'avoir une vraie intelligence dans notre relation au mystère de la vie. La question des extraterrestres devient de plus en plus difficile à ignorer, avec des déclarations sous serment devant le Congrès des États-Unis. Et le Pentagone lui-même qui libère des témoignages qui étaient sous secret défense, qui montrent, bien évidemment. Et voilà, ça avance. Moi, je suis quand même, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, j'ai le sentiment qu'il y avait encore des visions très partisanes et très, très caricaturales qui pouvaient être défendues. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de nuances. Alors il y a toujours des opposants mordicus, il y a toujours de la mauvaise foi, il y a toujours certains journaux de la presse qui sont vigoureusement anti-tout, mais c'est pas grave. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui apportent beaucoup plus d'ouverture, de subtilité, qui posent des questions. Et on avance. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on avance. C'est un de vos compatriotes, Michel Mayor, qui a découvert la première planète extrasolaire en 1995. Avant, on supposait effectivement qu'a priori, chaque étoile dans l'univers devait avoir un système planétaire, mais c'était purement théorique. Et puis en 1995, on en observe une première. Et puis dans les années qui suivent, on en observe des centaines. Et aujourd'hui, a priori, on considère qu'effectivement, toutes les étoiles dans l'univers ont un système planétaire et qu'une grande proportion d'entre elles ont sans doute une ou deux planètes dans une zone d'habitabilité, c'est-à-dire qui permettent l'éclosion durable de la vie. Donc voilà, et peut-être dans quelques années, dans quelques décennies, tout ça deviendra une évidence et on aura réussi à établir peut-être, à reconnaître un contact, parce qu'établir un contact, je crois qu'il est déjà fait en fait, mais reconnaître le contact, ça c'est une autre affaire. L'initiation au mystère d'Éleusis dans la Grèce antique était un passage essentiel dans la vie de nombreux citoyens. Devrions-nous suivre cet exemple en apportant la même attention au mystère et par les mêmes moyens, grâce à des psychédéliques? Je pense que c'est le cas. Je pense qu'aujourd'hui, l'accès aux psychédéliques qui a été interdit après pourtant des études très prometteuses dans les années 50-60, reprend aujourd'hui une forme de légitimité. Il y a des recherches qui sont conduites jusqu'en phase 3 qui vont permettre donc la mise la légalisation de l'usage de ces substances pour usage thérapeutique, mais caché derrière l'usage thérapeutique, il y a aussi l'usage presque philosophique, exploratoire. Aujourd'hui, dans certains États américains, en Australie, en Suisse, on peut, dans un cadre thérapeutique, bénéficier d'une assistance de psychédélique. Pour l'instant, je pense que après les abus de certains chercheurs dans les années 60, ceux qui travaillent aujourd'hui pour essayer de travailler à la légalisation de l'usage thérapeutique des psychédéliques essayent de minimiser le côté purement philosophique et exploratoire que permettent ces substances, l'accès à une dimension de la conscience. Et en misant uniquement sur l'aspect thérapeutique, on a d'une certaine manière une manière politiquement correcte d'en parler. Ça va générer des milliards d'investissements. Il y a aujourd'hui des fonds d'investissement qui sont séduits par la légalisation prochaine de ces substances, non pas pour les substances en elles-mêmes, mais tout le système d'accompagnement qui va être développé autour, qui va générer beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est vraiment une affaire là d'années, de quelques années seulement, pour que dans plein de pays occidentaux, les psychédéliques puissent retrouver une place
prépondérante et cruciale dans l'appareil thérapeutique qui est proposé pour toutes les pathologies comme l'addiction, la dépression ou autres qui sont réfractaires à la médecine conventionnelle dont nous disposons aujourd'hui. Mais dans les bagages de cette légalisation va aussi venir, je l'espère et j'en suis convaincu, des philosophes, des explorateurs de la conscience qui vont pouvoir, comme le fait Stephen Lorez en allant à Londres prendre de la psilocybine, alors qu'il est neurologue, qui vont pouvoir emporter aussi plein de scientifiques qui vont aller explorer ces différentes dimensions. Et je pense que, encore une fois, moi je suis assez optimiste sur l'intelligence humaine au sens général à cheminer vers ce qui va pouvoir enrichir sa capacité adaptative à ce monde. On vit dans un monde en crise, on vit dans un monde qui est confronté à la perspective de sa propre disparition et annihilation d'ici quelques décennies. Ça mobilise beaucoup de peur, ça mobilise beaucoup de colère, de confusion, de violence, mais ça mobilise aussi beaucoup d'intelligence. Et cette intelligence, elle est peut-être invisible, mais elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre dans notre monde. Et moi, j'ai envie de croire et de miser sur cette intelligence de la conscience, de l'être humain, pour justement nous permettre de retrouver des accès à des outils qui vont nous permettre de mieux gérer cette crise phénoménale que nous traversons. Et à un petit niveau, l'utilisation et la légalisation des psychédéliques y participent, parce que ça donne à voir qui nous sommes réellement. Ça donne accès à des ressources fondamentales de qui nous sommes réellement. Ça nous oblige à sortir de la boîte et à nous apercevoir que tout n'est pas que matière, et que si on ne pense que gérer le monde et la réalité, l'être humain, sa santé, etc., uniquement d'un point de vue matériel, on ne s'en sortira pas. Et vous voyez, ne serait-ce que depuis quelques décennies, combien des approches psychocorporelles investissent le champ de la médecine lourde. Il y a 20 ans, vous disiez, est-ce que c'est important ce que je mange, par exemple, ou est-ce que mes émotions sont importantes dans mon parcours de soins parce que j'ai un cancer? Les médecins vous disent non, rien à faire, faites ce que vous voulez, moi je vous donne les médicaments, ça va agir. Aujourd'hui, on a compris que tout ce champ subjectif participe de la guérison ou au contraire d'un ralentissement de la guérison. Demain, on va encore intégrer d'autres dimensions qui seront peut-être plus encore de façon affirmée de nature spirituelle. J'en suis convaincu de ça. Ne craignez-vous pas que l'industrie pharmaceutique ne s'empare d'un marché et n'autorise plus d'autres utilisations qu'uniquement thérapeutiques, synthétisées et formatées dans un cadre donné et restreint? Oui, mais encore une fois, le fruit est le verre est dans le fruit. Donc même s'il y a effectivement des milliards de dollars à se faire en développant des licences sur des substances, en développant des cliniques d'accompagnement, etc., on ne peut pas empêcher l'intelligence de la vie de vibrer, de rayonner. Moi, je ne suis pas optimiste ou pessimiste, en fait. Pour moi, le pessimisme, c'est une façon de voir la vie tout en noir, sans tenir compte des choses positives qui peuvent exister. Mais l'optimiste, c'est le type qui voit tout en blanc, sans tenir compte non plus des réalités, peut-être parfois un peu difficiles de cette existence. Moi, je suis dans une forme d'espérance, je suis dans une forme de conscience, de confiance profonde dans ce qui est à l'œuvre, justement. Cette conscience, elle est là, elle est en nous, elle bouge, elle anime les êtres humains. Nous pensons tout gérer avec notre cerveau. Effectivement, notre cerveau, parfois, il nous emmène vraiment dans les impasses. Mais derrière notre cerveau, il y a quand même quelque chose qui peut nous recadrer. Je le vois dans les vies personnelles, je le vois dans ma vie personnelle, je le vois autour de nous. Les accidents, la maladie, toutes ces choses que l'on voit comme des épreuves dans l'existence. C'est aussi peut-être parfois des recadrages, à titre individuel. Et je pense qu'au même titre que notre conscience, notre âme est capable de nous recadrer parfois, il reste à comprendre que c'est un recadrage quand on est confronté à des choses très difficiles, mais c'est à notre portée. Je pense que cette intelligence, elle est aussi à l'œuvre au niveau sociétal et qu'elle est capable à certains moments peut-être de recadrer à travers des choses qui vont se produire autour de nous. La vie est belle, la vie est belle, c'est ce que j'ai vu dans mes expériences en passant de l'autre côté du voile, c'est ce que rapportent toutes les traditions spirituelles qui parlent de ce monde spirituel au-delà de notre matérialité. La vie est belle, c'est l'amour qui... Ça peut paraître un peu cucu ce que je vais dire, un peu tartignole, mais pour moi l'amour c'est vraiment une espèce de force d'harmonie agissante qui est la base de cette réalité qui se manifeste. La confusion, la colère, les guerres, tout ce bazar que l'on voit sur cette planète, c'est l'être humain avec son cerveau. Mais l'être humain avec son cerveau, il n'est pas le capitaine aux commandes. Il croit qu'il l'est, mais il ne l'est pas. Derrière, il y a quelque chose de plus
puissant, de plus intelligent, qui œuvre, j'en suis convaincu, vers plus d'harmonie, vers plus de croissance, et qui est en lutte permanente avec les forces d'inertie qu'elle rencontre à cause de ces 7,5 milliards de cerveaux qui veulent tout contrôler sur Terre. C'est peut-être un peu philosophique là, vers quoi je vais, mais moi qui suis en plus ancien reporter de guerre, je sais ce que c'est que la réalité dure de ce monde. J'ai vu des gens se battre devant moi, j'ai vu des morts, j'ai vu ce que donne la violence la plus crue, et malgré ça, au contraire, même je n'en vois qu'avec encore plus d'évidence que même si l'homme croit avoir un libre arbitre qui va le conduire vers a priori une forme d'annihilation programmée, je sais que derrière il y a autre chose, de bienveillant et de puissant. On dit parfois que les psychédéliques ne sont que des illusions, mais illusion ou pas, l'expérience subjective vécue ne retire rien à la dimension expérientielle, qui, elle, n'est pas une illusion. Je suis d'accord avec vous que beaucoup d'expériences subjectives, qu'il s'agisse de rêves, d'expériences d'illumination à la lecture de quelque chose, d'expériences hallucinatoires au milieu de la forêt amazonienne, doivent être traitées d'une manière différente. Elles sont l'expression, même si c'est un monde imaginaire, elles sont l'expression de dimensions cachées de notre inconscient à nous, mais elles expriment quelque chose en termes de réalité, en termes d'émotion, en termes de vécu, en termes de mémoire. Donc il y a effectivement une relation à inventer par rapport à ce monde subjectif. C'est ce que font les psys d'ailleurs. Quand vous allez voir un psy et que vous lui dites « Docteur, j'ai vu mon fils mort il y a 3 jours m'apparaître au pied de mon lit » ou j'ai l'impression que tous les gens veulent me tuer, le psy il n'est pas là pour dire « Vous mentez, vous avez raison ». Il est là pour dire « Ok, parlez-moi, expliquez-moi, qu'est-ce que ça vous a fait, etc. » Et dans cette relation verbale qui explore le subjectif, on va être en capacité d'intégrer une expérience qui va être prodigieusement nourrissante, s'il s'agit par exemple d'une expérience de vision d'un défunt après un décès, ou au contraire d'apaiser une vision qui va être une vision de souffrance, si c'est par exemple la personne qui pense que tout le monde veut la tuer. Donc pour moi, ce que vous soulignez est vraiment important. On a dans notre monde occidental une propension à vouloir très très vite catégoriser des expériences subjectives sans la capacité de traiter ce qu'elles ont vraiment à nous dire. Mais à côté de ça, moi dans mon parcours, je suis journaliste. Et même si j'ai un cheminement subjectif très, très marqué à travers le chamanisme, j'ai constamment, tout au fil de ces années d'exploration, eu le désir de pouvoir essayer de valider les expériences que je vivais. Moi, quand je vois mon frère en Amazonie, la question est centrale de savoir si j'ai halluciné ou s'il était vraiment là. Et une des réponses qui m'a été donnée de façon magistrale pendant cette nuit-là, notamment, c'est de m'apercevoir que quand j'ai vu mon frère, ce que je raconte dans le livre, j'ai découvert que le lendemain matin, une personne à côté de moi l'avait vu aussi. Et m'a décrit mon frère exactement dans la même position que moi. Et là, waouh, là ça prend une autre mesure. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme d'objectivation qui est faite du fait qu'on a été 2 à le voir. J'ai vécu énormément d'expériences en état modifié de conscience où j'ai ramené des informations. Des informations sur des personnes de ma famille, des informations vérifiables, que j'ai vérifiées. Et quand elles sont vérifiées, là, ça change complètement la relation. Comment est-ce que mon imaginaire aurait pu me décrire, par exemple, la scène où est mort mon grand-oncle ? J'ai un grand-oncle qui a été tué en février 1915, pendant la Première Guerre mondiale. Il a disparu au combat. Personne ne sait comment il est mort. On n'a pas d'informations là-dessus. Enfin, c'était des boucheries à cette époque-là. Et j'ai vécu, pendant une de mes expériences, parmi des centaines d'autres expériences, j'ai vécu sa mort. Je me suis retrouvé à l'endroit où il est mort, à l'intérieur de son corps, comme si j'assistais à sa mort. Ça a été stupéfiant, je n'ai pas pris ça pour argent comptant du tout, sauf que dans la scène que je voyais, il y avait vraiment des éléments géographiques très précis du paysage et de la façon dont ça s'est passé. Et quand j'ai fait une petite enquête journalistique derrière sur les combats dans lesquels il était mort, précisément à cette mi-février 1915, j'ai découvert des descriptions du paysage que j'avais vu, avec des éléments précis que je sais ne pas pouvoir avoir imaginé, parce que si j'avais imaginé, j'aurais pas imaginé ça comme ça. Donc pour moi, j'en fais pas des preuves définitives. En revanche, je peux plus considérer que c'est seulement du domaine de l'hallucination et que c'est seulement mon imaginaire qui est à l'œuvre. Parce que cette expérience-là, je l'ai vécue une fois avec cet oncle, mais je l'ai vécue des dizaines et des dizaines de fois à travers toutes ces longues années. Et pour moi,
m'attacher à vérifier l'objectivité d'expériences, effectivement, qu'on pourrait qualifier uniquement d'hallucinatoire ou d'imaginaire, était absolument crucial. Et quand on fait ce travail, avec minutie et avec discernement, on s'aperçoit que dans ces mondes de vision, dans ces mondes de transcendance, dans ces espaces où l'on pénètre de l'autre côté du voile, il y a beaucoup d'éléments qui sont absolument invérifiables tellement ils sont transcendants, mais il y a aussi des éléments de la connaissance qui peut être vérifié, rapporté et vérifié. Et ça, ben voilà, pour moi, ça objective la réalité de ces voyages et ça disqualifie complètement l'explication, entre guillemets, imaginaire ou hallucinatoire. Quels sont les dangers des psychédéliques ? Bah déjà, elles sont interdites à la consommation en Europe, et, enfin en tout cas en France. Donc effectivement, j'incite absolument pas à les utiliser. Pour moi, c'est pas du tout une baguette magique et quelque chose qui peut être utilisé comme ça pour s'amuser. Les dangers, bah, c'est que en même temps que ça nous ouvre potentiellement à un autre monde, ça fait baisser aussi l'activité de notre cerveau, qui est la structure qui nous protège d'une certaine manière, qui nous protège peut-être d'un monde inconnu, mais qui nous protège aussi beaucoup de notre monde inconscient. Et c'est surtout ça, à la fois l'utilité et le danger de ces substances. L'utilité, parce que en faisant sauter les verrous vers notre inconscient, utilisé en thérapie, ça permet d'accéder beaucoup plus efficacement au trauma et aux causes de nos déséquilibres ou de nos pathologies psychiques actuelles, pour autant que ça a été utilisé et fait dans un cadre thérapeutique vraiment encadré, avec thérapeutes formés à cet effet, etc. C'est pas du tout en prenant la substance que tout d'un coup, tout seul, dans votre salon, vous allez accéder à la guérison. Au contraire, en le faisant tout seul, en ouvrant les portes de son inconscient, ben on prend le risque de voir réémerger à la conscience plein de choses que notre inconscient nous a cachées pour nous protéger, des traumas petits et gros, et ça conduit à une déstabilisation qui peut être très compliquée à gérer. Ça conduit à une fragilisation. C'est un peu comme un bistouri en fait. Si vous me dites quels sont les dangers du bistouri, ben, un bistouri, ça va vous permettre d'ouvrir la poitrine de quelqu'un et de lui faire une opération à court vert et de lui sauver la vie. Mais si vous le mettez dans les mains d'un meurtrier ou si vous l'utilisez vous-même, vous pouvez vous tuer avec ça, vous pouvez vous suicider. Donc voilà, les psychédéliques, c'est un levier thérapeutique extraordinaire et de par le fait de sa puissance, ça peut être un levier déstabilisant extraordinaire aussi. Et surtout, je dirais, chez les adolescents et les jeunes, à un moment où justement notre structure psychique, notre structure égotique est vraiment en phase de consolidation, si à ce moment décisif de l'adolescence où on se consolide notre ego pour nous permettre de fonctionner correctement et avec équilibre dans la vie, si à ce moment-là précisément on le fait voler en éclats, c'est très compliqué. C'est très compliqué et ça peut créer des grandes fragilités psychiques qui peuvent devenir pérennes par la suite. On pourrait se demander pourquoi vouloir aller chercher des paradis artificiels. Bah, c'est pas des paradis artificiels, c'est des outils en fait. C'est des outils, c'est comme si vous me demandiez mais pourquoi est-ce que vous êtes parti aux États-Unis en avion alors que vous auriez pu y aller à la nage? Bah, effectivement, je peux y aller à la nage, mais ça va me prendre un peu de temps quand même. C'est dangereux, c'est long, surtout c'est très long. Il y a des avions qui y vont, donc moi je suis pressé. Et voilà, et pour autant qu'on apprenne à conduire un avion, qu'on sache quelles sont les consignes de sécurité à respecter, et qu'on le fasse avec un pilote aux commandes, bah, je préfère prendre l'avion. Alors que la science semble nous confirmer que le monde objectif, entre guillemets, est illusoire, on dirait que le message a de la peine à s'imposer dans la pensée de nos contemporains. Pourquoi ? Bah, ça, c'est précisément ce que disait Thomas Kuhn, ce philosophe des sciences, c'est-à-dire qu'un changement de paradigme ne se fait pas facilement et ne se fait pas en un coup de baguette magique. L'ancien paradigme, le paradigme en train de mourir, rencontre beaucoup de résistance. Enfin, il y a beaucoup de résistance qui veulent le maintenir à flot. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Certes, la physique quantique, elle a plus d'un siècle. C'est elle qui, la première, nous a confrontés effectivement à cette impossibilité de connaître le réel. Et ça fait un siècle, et pourtant les conséquences philosophiques de la physique ne sont pas étudiées à l'école, ne sont pas intégrées dans notre vie quotidienne. Je pense qu'une des raisons majeures, c'est qu'on n'a pas encore le prochain modèle. On n'a pas de modèle, on n'a pas de théorie. On n'a pas de théorie de la conscience, on n'a pas de théorie du réel. Donc on a un paradigme qui ne fonctionne plus, mais on n'a pas le prochain. Donc les scientifiques qui font des recherches observent peut-être des résultats, peuvent objectiver la réalité de phénomènes, comme les expériences de mort imminente ou autres, mais on ne sait pas à quoi les raccrocher. On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas ce qu'elle révèle de la conscience. Et ça n'est, je pense, que quand un modèle du réel ou de la conscience commencera à prendre plus de densité, on pourra mieux en faire le tour, mais peut-être que pour ça, il faudra réussir à intégrer à l'outil scientifique dont on dispose aujourd'hui, qui est somme toute très réduit, peut-être d'autres approches. Peut-être que justement, il faut que ces autres approches pénètrent complètement le monde scientifique et que les deux travaillent de concert pour qu'on réussisse à modéliser une nouvelle théorie de la conscience, une nouvelle théorie du réel qui permette d'intégrer toutes ces expériences et qui permette d'être validées. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'approche scientifique qu'on s'en extrait complètement? Est-ce qu'il faut que l'approche scientifique soit mêlée des approches traditionnelles? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas ce qu'il faut. Ça, c'est des questions sociologiques, philosophiques, expérimentales. Un des pionniers de la recherche sur les états modifiés de conscience, le psychologue Charles Tart, m'avait dit on observe ces phénomènes, on peut objectiver de leur réalité, mais on ne sait pas les expliquer. On n'a pas cette théorie. Et donc, en l'absence de théorie, on ne peut pas avancer d'une certaine manière. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Et c'est vrai que moi, je suis estomaqué parfois de discuter avec certains chercheurs qui essaient de comprendre comment le cerveau fabrique les EMI. Ils font des recherches, ils ont plein d'idées brillantes, etc. Ils essayent de postuler l'hypothèse que tiens, peut-être telle activité résiduelle pourrait provoquer ça, peut-être que le moment d'anoxie, c'est-à-dire le moment où le cerveau est moins oxygéné, peut-être que comme ça réduit le champ visuel, peut-être que c'est ça qui explique le tunnel, etc. etc. Et à ces chercheurs, je leur dis, ok, c'est bien beau de chercher dans le cerveau, c'est votre métier, mais en même temps, quand vous interrogez un témoin et que vous pouvez vérifier que quand il dit être sorti de son corps et qu'il a observé des choses dans la pièce d'à côté, il a réellement observé ce qui s'est passé dans la pièce d'à côté, là, manifestement, le cerveau, il n'a plus rien à voir. Et on me répond, oui, mais moi j'étudie le cerveau. Donc je ne peux pas étudier ça, et l'expérience humaine, elle est subjective, elle n'est pas scientifique, je ne peux pas en faire de la science. On est un peu dans un serpent qui se mord la queue. Et donc je ne sais pas pourquoi je ne sais pas quoi vous répondre en fait. Les expériences de mort imminente vécues par des aveugles sont pleines d'enseignements à cet égard. Oui, mais là, les études qui sont faites sur ces expériences, elles ont notamment été faites par Kenneth Ring sur la question des expériences de mort imminente vécues par des aveugles. Kenneth Ring, il est psychologue. Donc lui, il fait son boulot de psychologue, il permet de mettre en évidence plein de caractéristiques de l'expérience qui laissent effectivement un grand point d'interrogation, mais cette expérience, ce matériel, il ne peut pas être utilisé par un neurologue, parce qu'un neurologue, lui, il mesure le cerveau. Donc il ne peut pas mesurer le cerveau d'un aveugle pendant qu'il vit une expérience de mort imminente. Donc on est un petit peu chacun enfermé dans sa discipline, en ne créant pas de passerelle. D'une certaine manière, effectivement, je suis d'accord avec vous, le neurologue, il cherche quelque chose dans le cerveau, alors que quelque chose ne se trouve peut-être pas dans le cerveau. Mais comment dire ça à un neurologue? Comment dire ça à un neurologue? Et Kenneth Ring, il est psychologue, donc lui, il a une expertise du témoignage humain, il peut poser un diagnostic différentiel, montrer que la personne qui vous raconte cette histoire-là, elle n'invente pas, elle est réelle, etc. On peut objectiver que la personne défunte a réellement, la personne qui a vécu l'expérience de mort imminente aveugle a réellement vu les objets. Il y a plusieurs cas. Dans l'étude de Ring, il y a des aveugles de naissance. Donc eux, ils ont du mal à décrire ce qu'ils voient parce qu'ils n'ont jamais vu. Donc du coup, ils décrivent une perception qu'ils n'ont jamais expérimentée. Donc là, les mots sont un peu flous, un peu confus. Ils désignent plus une sorte de vision de l'esprit. Mais il y a notamment le cas de Vicky, je crois, qui est une aveugle qui, elle, est tombée aveugle pendant l'accident qui a conduit à son expérience de mort imminente. Donc elle voyait, elle est devenue aveugle, et pendant ce moment de cécité, elle a vécu une expérience de mort imminente où elle décrit s'être promenée dans l'hôpital, avoir vu l'ascenseur, je crois, alors qu'effectivement, à ce moment-là, on pouvait vraiment objectiver que ses yeux étaient morts et qu'elle était dans un état de cécité. Voilà, ces témoignages existent. Moi, en tant que journaliste, j'ai la capacité de voir tout sans m'enfermer dans une discipline. Je peux à la fois questionner le neurologue, questionner le psychologue, faire mon enquête comme si je faisais une enquête sur ce que je faisais auparavant, et en rassemblant de façon multidisciplinaire l'ensemble des données, j'arrive à cette conclusion évidente que bien sûr que la conscience de ces gens-là est sortie de leur corps et a fait quelque chose qui n'est pas possible par le cerveau. Mais ce que me disait Steven Lorez, qui est neurologue, il me dit « mais moi je ne suis pas philosophe, je ne suis pas prêtre, moi ce qui m'intéresse c'est le cerveau, donc je travaille sur le cerveau ». Et je lui disais « oui mais Steven, il y a quand même des témoignages de gens
voilà, encore une fois, dont on peut attester qu'ils sont sortis de leur corps. Il dit oui, mais moi j'ai besoin des données EEG, parce que c'est ce sur quoi je travaille. Bon, on peut voir une forme d'hypocrisie ou de serpent qui se mord la queue. Moi, je vois, encore une fois, le verre à moitié plein, et je vois un chercheur de renom qui réussit à mettre à l'université et dans le monde scientifique très matérialiste l'étude de la transe, l'étude des EMI, l'étude des états altérés de conscience, et peut-être que son travail débouchera dans 10 ans sur quelque chose majeur qui lui donnera le prix Nobel, où il aura réussi par son biais à lui à mettre en évidence que finalement le cerveau y est pour rien. Pour moi, aucune piste ne doit être privilégiée ou une autre. Encore une fois, c'est ce que je disais au début de notre entretien. Ce sur quoi il faut être attention, c'est aux limitations que nos certitudes nous imposent. Mais après, utilisons tous les outils à notre disposition et avançons ensemble avec ouverture d'esprit et humilité. Devrait-on demander aux cosmologistes où se trouve la conscience ? Je pense que tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice, toutes les disciplines. Vous voyez, les anthropologues ont permis d'objectiver les trans chamaniques, mais pas tous. Une partie des anthropologues considéraient encore que les trans c'était juste la crise d'épilepsie, que c'était un monde imaginaire. Mais le travail d'anthropologie approfondi permet aujourd'hui de montrer que les connaissances traditionnelles des chamans amazoniens ou mongols ou autres ne sont pas juste des croyances, mais des savoirs objectivables. Les travaux de mythologues comme Joseph Campbell permettent de montrer justement les constances qui existent entre différentes traditions à l'autre bout de la Terre, qui disent toutes d'une manière unanime des choses un peu similaires sur la nature du réel. Les neurosciences permettent aujourd'hui d'objectiver le fait que quand on prend des psychédéliques, le cerveau fabrique rien, au contraire il s'éteint, etc., etc., etc. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre en fait. C'est pour ça que ça m'a demandé tant de temps et plus de 15 années de synthèse, parce que c'est vraiment toutes ces approches ensemble qui permettent de dresser un tableau vraiment convaincant de la nature spirituelle de notre conscience. Toutes. Moi, j'ai autant appris en discutant du livre des morts tibétains avec un Tulku Dharamsala, qu'en prenant de l'ayahuasca en Amazonie, qu'en prenant du LSD avec des chercheurs aux États-Unis, qu'en lisant les Védas, qu'en allant dans tous les laboratoires de recherche à travers le monde, qu'en discutant avec des médecins ayant travaillé sur les expériences de mort imminente, en interrogeant des témoins, tous ces témoins autour de nous qui vivent des expériences tous les jours et dont on ne parle pas, qui sont une espèce de masse invisible d'anomalies. Il y a des millions de gens qui vivent des expériences, par exemple de contact avec un défunt. 50% des gens en deuil ont des expériences de contact spontané avec des défunts. Ça peut être une main sur l'épaule, ça peut être une sensation tactile, ça peut être l'apparition de ce défunt. Voilà encore un phénomène. La lucidité terminale, qui sont ces expériences de très grande conscience que des gens en fin de vie manifestent, et des gens qui, par exemple, souffrent d'Alzheimer depuis des années, donc qui sont non répondants, qui sont absents, qui sont éteints, et qui, quelques heures avant de mourir, se réveillent, reconnaissent tout le monde. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Le cerveau d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, il est dégradé irrémédiablement. Et pourtant, des médecins en unité de soins palliatifs me disent si, moi j'ai ce dossier médical de ce patient Alzheimer, et pourtant il s'est réveillé 2 heures avant de mourir, il a reconnu tout le monde dans la pièce, il a parlé. Voilà. Toutes ces expériences en elles-mêmes, prises isolément, sont intrigantes, mais dans leur globalité, prises globalement, sont bouleversantes parce qu'elles dessinent cette réalité spirituelle qui nous constitue en fait. Merci.